If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Marine Tondelier, nous parlons écologie politique et lutte naturaliste. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci à vous. On est heureux d'avoir obtenu un créneau dans votre emploi du temps bien chargé. Vous étiez à la maison de la radio ce matin. C'est ça, il est dans un petit square fort sympathique. Voilà. Donc vous allez près de la maison de la radio. On est mercredi, il y a le bruit des enfants. Non mais il y a un environnement sonore qui fait du bien quand même. Exactement. Comment allez-vous ? Ça va. On essaye de ne pas trop penser à la fin du monde et de trouver des raisons d'espérer. C'est très important l'espoir. Et profitons déjà de cette belle matinée de printemps. Vous avez 36 ans, vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, élu d'opposition au conseil municipal d'Hénin-Beaumont. Vaste question, mais qui me semble intéressante. C'est quoi l'écologie pour vous ? L'écologie, c'est... Au sens scientifique du terme, au début, c'est la vie des écosystèmes en réalité. Et c'est pour ça que j'ai toujours des réactions assez vives quand on me dit c'est bon, le Front National est écolo parce que Marine Le Pen élève des chats. Et en réalité, j'ai toujours trouvé très particulier de dire voilà, on aide les baleines, les Yorkshire et les chats, mais par contre pas certains êtres humains. Plus je vous passe tous les délires sur la chasse. Et donc du coup, voilà, on ne peut pas être sélectif dans son approche du vivant. L'écologie, c'est le soutien au vivant sans distinction de frontières, de je ne sais quoi, de race et même d'espèces animales. Et pour moi, c'est ça la base. L'écologie, c'est aussi la tolérance. C'est d'abord l'écologie scientifique, mais c'est aussi de la tolérance et un rapport au vivant qui ne discrimine pas le vivant selon d'où il vient et notre proximité avec lui, etc. Donc c'est aussi de la tolérance, de l'espoir et beaucoup de joie et beaucoup de perspectives. Il y a un chiffre qui est souvent dur, c'est que je dis que les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas aujourd'hui leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Donc c'est un constat extrêmement violent. Mais si on fait tout ça, c'est qu'on y croit et que justement on veut continuer à y croire. Il m'interpelle beaucoup ce chiffre parce qu'effectivement vous le reprenez régulièrement. J'ai moi-même un enfant qui est né en 2023. Désolé. Voilà. Moi j'ai un petit aussi, mais je pense qu'il faut dire la vérité aux gens et surtout qu'ils sachent pourquoi on fait tout ça en fait. Mais sur quoi vous basez concrètement ? Sur quelle source ? Sur les rapports du GIEC. Que la planète ne sera peut-être plus habitable dans 30 ans. Quand je dis que la planète n'est pas habitable, la question de l'habitabilité de la planète, c'est pas, il n'y a plus aucun être humain sur cette planète. Une planète habitable, c'est une planète où on peut continuer à vivre de manière normale, supportable, agréable. Et la réalité, c'est que dans une planète à plus 4 degrés, où finalement tout est challengé, évidemment que c'est extrêmement interrogeant et angoissant. Et donc la réalité, c'est que les efforts qu'on demande aux gens de faire aujourd'hui, et pas juste aux gens, en fait, à la société, on a un basculement à faire, c'est rien par rapport à ce qu'on va devoir faire si on ne fait rien aujourd'hui, en réalité. C'est-à-dire que les changements qui sont subis, qui vont s'imposer à nous, seront beaucoup plus brutaux que les efforts qu'on peut faire maintenant. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour que la planète reste habitable. Et donc, vous aimez la science, vous vous basez sur les rapports du GIEC. On a aussi je prétends pas être scientifique, par ailleurs. Moi, j'ai même pas le bac S, c'est pas mon rôle, mais je discute beaucoup avec des scientifiques et je tiens à dire des choses qui soient scientifiquement justes. C'est très bien de partir de l'écologie scientifique, puisqu'effectivement, l'écologie est d'abord une science, et c'est devenu un mouvement politique, donc c'est aussi ça que vous essayez d'accompagner. Un autre rapport qui a d'ailleurs déjà plus de 50 ans, c'est le rapport Meadows qui pose la question des limites planétaires, en tout cas des limites à la croissance. Mais on a toutes les peines du monde à changer nos modes de vie encore. Quels sont, selon vous, les principaux blocages, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif ? Je pense qu'on a peut-être un manque de spiritualité dans la société, mais on a une vraie religion d'État et collectif qui est la consommation, qu'on fait passer pour le mode d'accomplissement de soi, en fait. La réalisation de soi, l'accomplissement de soi, le symbole de réussite, le but finalement d'une vie. Ça serait ça, on voit bien que c'est un mirage, parce que une fois qu'on n'est plus là, ailleurs, il n'en reste pas grand-chose, sauf les stigmates qu'on a laissés, mais puis on voit que c'est un truc qui frustre aussi énormément. Moi, un regard très critique sur la publicité, où en fait des gens dépensent des sommes considérables pour nous donner envie d'acheter des choses qui nous rendront pas plus heureux
Mais disons que par exemple, je prends le gros SUV, il y a la pub, je trouve même inadmissible qu'on permette de faire la pub pour ce genre de choses qui sont climaticides, etc. Mais en plus, sans prendre en compte cette partie environnementale, vous dites aux gens en gros, c'est ça que je veux. Ils finissent par être convaincus que c'est ça qu'il leur faut absolument. Et donc soit ils n'ont pas les moyens de se l'acheter et ça les rend malheureux et tristes et frustrés, soit ils ont les moyens, pensent-ils, de se l'acheter, donc ils claquent un pognon de dingue pour acheter ce truc qui ne les rend pas plus heureux. Parce qu'on leur fait croire que les routes vraiment en ville sont tellement peu sûres que sans SUV, la sécurité de leurs enfants ne sera pas optimale et qu'il faut ça, y compris pour son rang social. Et donc les gens se prennent des leasings sur des années et tout pour payer ça dont ils n'ont pas vraiment besoin et qui ne les rendra pas plus heureux, quoi. Donc, comment nous libérer de tout ça ? C'est d'abord par la régulation de l'économie, réinventer un autre modèle ou c'est encore plus profond, plus presque spirituel comme vous disiez. Puis il faut faire attention aussi au fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont dans une sous-consommation qui n'est pour le coup pas choisie. Il faut bien faire la différence entre la sobriété et la précarité. La différence est simple, c'est que quelqu'un qui passe devant une vitrine en disant j'ai envie de ce nouveau vêtement mais je ne me l'achète pas parce que le Bangladesh, le monde, l'impact carbone de ce vêtement, etc. Et c'est lui qui dit j'en ai très envie mais je ne peux pas me l'acheter. Et en fait on ne peut pas non plus avoir un rapport de classe à l'écologie en disant le seul horizon qu'on donne à tout le monde, c'est que tout le monde doit avoir moins. Il faut aussi voir d'où les gens partent. Et on voit bien que dans un monde où le patrimoine de 1% des plus riches de la planète émet autant de CO2 que le patrimoine des 50% des plus pauvres de la planète. Et donc on voit bien que tout le monde n'a pas le même impact et qu'on ne propose pas, quand on parle de décroissance par exemple, je vois bien que ça peut faire peur à plein de gens qui disent mais moi j'ai déjà pas assez en fait. Et donc laissez-moi ça, s'il y a décroissance, c'est-à-dire que j'aurai encore moins. C'est un bon mot pour vous la décroissance ? C'est un bon concept. C'est un bon concept, mais qui peut un bon amener concept des réticences. Dont le terme peut faire croire à certains qu'ils auront encore moins alors qu'ils n'ont aujourd'hui pas assez. Évidemment que ça m'interroge et on ne peut pas avoir un rapport de classe en disant voilà, maintenant tout le monde doit faire un effort. Il y a des gens qui vont dire vous êtes sympas les mecs, mais c'est en fait vous, avec vos jets privés, vos super yachts, et même sans avoir de jet privé et de super yachts, ceux qui prennent rien que l'avion, c'est combien de pourcents des Français à la fin ? Je parle pas des gens qui doivent aller voir leur famille en Outre-mer ou qui vont retrouver dans les pays du nord de l'Afrique leur famille, ou leurs cousins, etc. Et ça, c'est un droit qu'on doit même revendiquer. Mais les gens qui vont passer des week-ends en avion à New York et qui disent cette année je fais un effort, je fais que un week-end en avion. Enfin, en fait, stop. Il y a un moment où on voit bien qu'on peut plus supporter ça planétairement, quoi. Malgré tout, les constats sont partagés désormais par toute la sphère politique. Ça n'a pas été simple. Ça a été très long même, pour tout dire. Cette semaine, on a le gouvernement qui a une forme de prise de conscience en se disant il faut agir pour préparer la France. Vous parlez du gouvernement qui la semaine dernière voulait une pause sur les mesures environnementales européennes. Du même gouvernement. En même temps, ça ne marche pas avec l'écologie en même temps. Cette semaine, il proposait de travailler pour une France qui serait résiliente face à un réchauffement climatique à plus 4 degrés d'ici 2100. Est-ce que c'est quand même pour vous une bonne nouvelle qu'ils annoncent des horizons pour une France résiliente ? C'est mieux que quand il y avait des climato-sceptiques au gouvernement, oui, évidemment. Ça a un peu progressé. Évidemment, mais le problème c'est que si on s'arrête au stade de la prise de conscience, ça ne sert pas à grand chose et que ce gouvernement n'est pas de nature à me rassurer sur leur capacité à prendre des actes courageux. C'est un gouvernement qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. On le voit dans beaucoup de politiques qu'il mène. Et donc, ça ne me rend pas confiante dans le fait qu'ils aient compris que la transition ne pouvait être acceptable que si elle était juste, parce qu'on parle quand même des gens qui ont supprimé l'ISF, etc. Et ce qui est intéressant cette semaine, c'est ce rapport de Jean Pisani-Ferry, d'ailleurs, c'est un rapport produit par 2 personnes. Et la collègue avec laquelle il a écrit ce rapport est très invisibilisée dans cette histoire. Donc on lui rend aussi hommage et honneur. Mais vous voyez, c'est Jean Pisani-Ferry, on ne peut pas dire que ce soit un gauchiste... il n'est ni d'extrême gauche ni même de gauche en réalité, c'est un conseiller de Macron, c'est un économiste plutôt classé économiste sérieux, donc à droite en termes économistes, et qui, y compris, il conseillait Macron au tout début, quand il était président au début, et donc son programme de supprimer l'ISF, etc. Et là aujourd'hui dans son rapport... C'est quoi ce rapport ? Dans ce rapport qui sort cette semaine, il dit qu'il va falloir taxer plus le patrimoine, en particulier des ultra-riches. En fait, il réhabilite quelque part l'ISF. Il ne va pas au bout de la logique en disant que cet ISF devrait être climatique. C'est-à-dire, un ISF climatique, ce n'est pas juste que l'argent doit être au service de la transition, mais c'est aussi de dire qu'on ne doit pas taxer pareil les boîtes selon ce qu'elles font comme activité, et qu'en réalité, plus une activité est climaticide, plus le placement financier qu'on fait dans cette activité doit être taxé aussi. Et après, il y a tous les débats qu'on doit avoir sur l'argent qui est nécessaire pour cette transition. Évidemment que tout ça coûte très cher, parce qu'on ne peut pas laisser les collectivités, par exemple, se débrouiller. Mais moi, je pense que la dette
quand on s'endette pour faire la transition écologique, alors c'est une dette qui est saine pour le coup, parce que c'est un investissement dans l'avenir, et quoi de plus important que l'avenir, voilà. Enfin, en fait, on est obligé de le faire, et je pense que, par ailleurs, que les marchés financiers ne nous en tiendraient pas rigueur, et c'est ce que disent aussi les économistes qui sont en train de changer d'avis sur le sujet en disant c'est même plutôt ils vont nous sanctionner si on ne le fait pas. Donc on a un vrai changement de paradigme. Et qu'est-ce que vous pensez de ces horizons lointains? Parce que là on parle de la France en 2100, on parle souvent aussi de neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour donner un élan, une vision de société, ou alors mais c'est maintenant en réalité. Voilà, Enfin, vous voyez bien, par exemple, comment ancrer le mouvement dès aujourd'hui? Par exemple, on dit beaucoup, il y a des puits de carbone dans le pays. Vous savez, donc les puits de carbone, c'est par exemple une forêt où en fait c'est pas juste qu'elle est neutre en carbone, c'est qu'elle emmagasine du carbone que nos activités émettent. Les forêts françaises, le puits carbone forestier en France, c'était il y a 10 ans 60 millions de tonnes de carbone emmagasinées chaque année par la forêt. 10 ans plus tard, ce n'est plus que 30 millions de tonnes de carbone. Et donc, c'est 2 fois moins en 10 ans. Et c'est pas juste parce qu'on a rasé toutes les forêts, c'est parce que la croissance des arbres est altérée par le changement climatique. Il y a beaucoup d'épidémies, de maladies aussi autour de ces arbres, etc. Et donc, à la fin, vous vous retrouvez avec une accélération énorme, parce que vous voyez, le changement climatique a des impacts sur le fait que les puits de carbone fonctionnent moins bien, et donc ça s'accélère. Les banquises, par exemple, au Groenland, elles font 100 fois plus vite que prévu. 100 fois. Et donc, en réalité, quand Macron avait dit qui aurait pu prévoir, je sais pas quoi, là, dans ses vœux aux Français fin décembre 2022, déjà lui, ça aurait été pas mal. Et en plus, moi, je suis très inquiète de voir qu'on se projette des fois dans des, par exemple, sur le nucléaire. C'est pas une question d'être pour ou contre, ou chacun fait ce qu'il veut et chacun a son avis, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez bien que quand Macron, le 31 décembre, dit qui aurait pu prévoir, et lui, il veut construire des centrales, donc 6 nouveaux EPR, il dit ça ouvrira en 2035, ses propres services produisent des notes pour dire non mais jamais avant 2040. Et en réalité, du coup, vu Flamanville, comment ça galère, plutôt même après. Et un EPR, ça dure 60 ans. Donc vous faites comment ? Vos centrales, certains disent, notamment les écologistes au Sénat, avaient fait un amendement pour dire qu'il ne faut plus les mettre en bord de mer. La centrale du Blayais, la tempête de 2000, on frôle l'incident parce que l'eau vraiment s'approche très près, et un moment de panique générale. Et donc on voit bien qu'avec la montée des océans, il ne faut plus trop les mettre en proximité de... Et on fait voter cet amendement au Sénat, qui est adopté au Sénat, qui a été enlevé après, mais qui est adopté au Sénat, ça paraissait logique à tout le monde. Et puis, dans le même temps, quand on dit, oui, mais vous voyez bien qu'avec le niveau des rivières qui est affecté par la sécheresse, etc., on n'arrive plus bien à faire fonctionner ces centrales. Et donc, quand on dit, mais vous allez faire comment ? Ils disent, non, mais les sources d'EPR, en fait, on ne va pas les construire au bord des rivières, on ira chercher l'eau au bord de la mer. Bah oui, mais c'est l'inverse de ce que vous avez répondu la semaine dernière sur l'autre question. Et donc, on voit bien que se projeter avec des centrales qui devront fonctionner jusqu'en 2100, ça marche pas, on n'est c'est pas du tout dans le bon timing. C'est un mirage, c'est même irresponsable en réalité. Donc oui, il y a des questions assez sérieuses qui vont se poser très rapidement. Et sur la vitesse du réchauffement, on voit qu'elle n'est pas proportionnelle à la vitesse de l'enthousiasme pour Europe Écologie Les Verts, qui peine en matière, en tout cas si on regarde les dernières présidentielles. Ça c'est pas ça le sujet vrai. Enfin, en tout cas, on n'a jamais prétendu l'inverse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a on n'est pas en train de se dire chouette, une catastrophe climatique, on va augmenter de 2% dans les sondages. En tout cas, il y a urgence à rassembler. Évidemment. Déjà, quel regard vous portez sur les précédents échecs politiques de ce parti, et quelle est la suite pour vous? Comment vous l'envisagez? Bon, la première chose, c'est qu'on est dans une 5e République qui est quand même un vrai sujet démocratique, c'est-à-dire qu'il y a une obsession pour l'élection présidentielle, que le fait que le Rassemblement national soit maintenant très haut fait que, en fait, pour être au 2e tour, on voit bien que pour 2027, en fait, si on veut avoir une chance de gagner, il faut que parmi les insoumis, les communistes, les socialistes et les écologistes, 3 renoncent à présenter un candidat de leur étiquette politique à la présidentielle. Il faudra se mettre ensemble. C'est un vrai problème démocratique. Mais ça ne nous empêche pas de devoir travailler, pour le coup, aux autres élections, les municipales, les européennes. Donc chacun déjà peut mais on voit bien avancer que de son l'élection côté. en 2022, il y a eu beaucoup de votes utiles à gauche, et en fait c'est normal, et on ne peut pas en vouloir aux gens, et on ne peut pas juste dire c'est parce que Yannick Jadot est nul et le programme des écolos est pourri. En réalité... celui des 4 qui aurait été en tête à ce moment-là aurait pris aussi la vague aspirante et aurait eu du vent dans ses voiles. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que évidemment qu'en 2023, les gens sont plus forcément attirés par les partis. C'est comme ça. Ils ne sont pas attirés par le nôtre, ils ne sont pas non plus attirés vraiment par les autres. Je parle d'engagement vraiment dans un parti. Et donc nous, ce qu'on prétend faire, c'est répondre à Bruno Latour, qui était philosophe de l'environnement, qui est décédé il y a peu de temps. Et il avait fait un mémo pour les dirigeants écologistes de ce pays en disant il faut que vous fédériez la classe écolo. C'est-à-dire qu'il dit dans ce pays, il y a une majorité en fait des écolos déjà.
Vous n'avez même pas à convaincre de nouvelles personnes à en inventer, ils existent. Mais contrairement à plein d'autres, ils ne sont pas fédérés, structurés, organisés. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, ELV, entre nous, il y a les assos, etc., chacune de leur côté. Mais il n'y a pas un endroit où on peut dire, moi je suis écolo, c'est où qu'on me compte, c'est où que j'ai les infos, le best-of des infos, c'est où que je me forme. Il y a tout un parcours, il y a plein de choses qui existent, c'est très riche et ça c'est super, cette biodiversité du mouvement écolo. Chacun à son poste, chacun dans son rôle, chacun avec beaucoup de respect pour les uns et les autres et ce que chacun doit faire dans le travail d'équipe. Mais il n'y a pas un endroit qui fédère tout ça, alors qu'en face de nous, ils sont extrêmement organisés et on le voit quel que soit le sujet dont on parle. Les écolos sont peut-être fédérés déjà d'un point de vue local, autour des AMAP, on voit qu'on gravite quand même. C'est ça, il y a autour plusieurs de lieux communs. types de structures, mais il n'y a pas l'endroit où vous pouvez tout d'un coup mobiliser beaucoup de monde vers la même pétition, vers la même marche qui est hyper importante. Il manque de ce lieu. Et donc moi, je me suis toujours dit que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et que peut-être c'était là que pouvait être utile Europe Écologie Les Verts en revendiquant que je pense que le grand mouvement écologiste qu'on prétend créer, ça ne doit pas être un mouvement politique. En fait, je pense qu'il y a besoin d'un parti parce qu'il y a toujours des histoires d'élections, tout ça à régler, puis que c'est le droit aussi, compris pour les financements, de la vie politique, etc. Mais il faut un endroit beaucoup plus large que ça. Un mouvement culturel, du coup ? Un mouvement où en tout cas on mène la bataille culturelle, où on ne demande pas à tout le monde d'être d'accord sur tout, mais on dit en fait venez comme vous êtes, c'est le slogan un peu de nos états généraux. Et surtout il y a un sujet qui est très fort pour nous, c'est celui de la démocratie, dont on a toujours pressendu que ça faisait partie de la solution et pas du problème comme d'autres le pensent, ceux qui font les 49.3, qui n'aiment pas la démocratie, quel que soit sur le plan international, national ou même dans le fonctionnement de leur parti. Pour nous c'est le nerf de la guerre en fait, la démocratie. Et donc on fait énormément de démocratie participative pour savoir comment on va créer ce mouvement. Donc il y a un seul site à aller voir qui s'appelle lesécologistes.fr. C'est le site où vous allez nous dire ce que vous attendez de ce futur mouvement, que vous ayez d'ailleurs envie de venir dedans à la fin ou pas. Il y a soit une grande enquête populaire, donc c'est un questionnaire en ligne où vous pouvez, ça va très vite, c'est 7 minutes normalement pour répondre, donc ça nous permet de tâter un peu le terrain et on se rend compte notamment que les moteurs d'engagement qui ressortent le plus, c'est besoin de formation et besoin d'information, qu'il y a autant de gens qui disent moi je veux absolument venir pour aider pour les élections et tout, de gens qui disent moi ça m'intéresse pas les élections mais je veux m'aider sur d'autres trucs. Et donc en fait il faut qu'on construise un lieu où puissent cohabiter toutes ces personnes et qu'elles y trouvent chacun ce qu'elles cherchent. Il y a aussi des cahiers de doléances, c'est-à-dire que où que soit la personne en France, si elle a un coin d'écologie dans sa tête, un truc qui vibre un peu, soit parce que c'est des parents ou des grands-parents inquiets pour leurs enfants, des gens qui sont émus quand ils se promènent en forêt ou qu'ils entendent, comme on l'entend, des oiseaux chanter. Profitez-en, c'est de plus en plus rare. 800 millions d'oiseaux ont disparu depuis les années 80 en Europe. Mais vous voyez, il y a toujours, on a tous en nous quelque chose d'écolo, une sensibilité. Et donc il faut que les gens qui veulent nous dire un truc là-dessus puissent le faire. Donc c'est des cahiers de doléances où vous pouvez soit par courrier postal, par PDF ou par petit message comme ça, ou aussi pour les gens qui sont moins à l'aise avec l'écrit, par message vocal ou vidéo, vous pouvez venir nous dire moi c'est ça que j'attends de vous, ou nous engueuler même pour un truc si vous voulez, allez-y, c'est le moment, c'est gratuit. Donc c'est noté lesécologistes.fr. Et surtout on va tout prendre en compte, il n'y aura pas de c'est bien, vous savez comme les cahiers de doléances de Macron des Gilets jaunes là où tout a fini dans le sous-sol des sous-préfectures que personne n'a jamais lu. Nous on a vraiment un protocole qui fait que tout sera lu et pris en compte et on créera ce nouveau mouvement en octobre à partir de ce que les gens nous auront dit. C'est bien noté. Il y a aussi un quiz pour savoir quels écolos vous êtes. Vous allez voir, je vous conseille de faire les tests, je veux vos réponses. Quel écolo êtes-vous, Marine Tondelier ? Moi, c'était écolo activiste, le résultat, et ça montre que le test marche. Parlons de ça, justement, je voulais y venir. On vous voit beaucoup sur les luttes de terrain. Vous étiez à Sainte-Soline à 2 reprises, à la déroute des routes avec une sorte de manifestation naturaliste. C'est indispensable pour vous, cette nouvelle forme, ces formes de mobilisation très ancrées dans les lieux ? C'est essentiel. Moi je trouve que c'est essentiel. J'étais d'ailleurs déjà à Sainte-Soline en octobre dernier à la manif précédente et c'est pour ça que je suis revenue cette fois-là. Et vous savez, quand vous vous battez pour des choses, c'est quand même très dur ce qu'on demande aux militants écologistes de ce pays. Ils sont victimes de plus en plus de violences. Le ministre de l'Intérieur les présente comme des éco-terroristes, alors que des éco-saboteurs, alors que ceux qui sabotent l'environnement se trouvent, jusqu'à preuve du contraire, plutôt au gouvernement, en réalité. Ça demande beaucoup d'énergie, mais en fait, pourquoi on est résilient quand on est écolo ? C'est parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et moi, je vais vous dire, le contournement Est de Rouen, je suis militante depuis les années 2000, j'en ai toujours entendu parler. Mais là, c'est la première fois que j'allais sur place, voir ce projet, voir où doit être construit ce projet qui, depuis 50 ans, ne se construit pas. Peut-être qu'il y a une raison et qu'au bout de 50 ans, il faut dire, si au bout de 50 ans, ça se fait pas, on passe à autre chose. Et donc, vous êtes devant cette forêt où vivent des muscardins dorés tapés dans votre moteur de recherche qui ne doit pas être Google, si vous voulez être écolo. Muscardins dorés, vous allez regarder ce petit mammifère dans les yeux et comprendre pourquoi on se bat. Et donc vous voyez cette forêt et franchement même les gamins de 4 ans disaient mais c'est là qu'ils habitent, pourquoi on veut tuer la forêt ? C'est un truc où à un moment c'est la nature qui se défend
Et vous voyez, ces arbres, ils n'ont pas de quoi se défendre contre ce projet routier. Donc nous, on va les défendre et c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur qui donne beaucoup de sens à nos combats et qui paraît logique à toutes celles et ceux qui maintenant ont vu ce paysage et qui s'endorment peut-être en y pensant, en disant que c'est pour ça qu'on va continuer à se battre. D'ailleurs, on voit de plus en plus de naturalistes aussi aller sur le front. On a Ça s'appelle les naturalistes des terres, voilà, d'ailleurs, ce collectif. exactement. Très beau nom. Est-ce que c'est une des clés, cette sensibilité naturaliste aussi, pour habiter les lieux, les défendre Moi, je trouve que le concept, pour le coup, en plus, il y avait énormément d'enfants. Et moi, je vais vous dire, après avoir vécu Sainte-Soline, où évidemment, il y en avait un peu les gens moins. n'ont pas emmené leurs enfants, vu comme ça s'annonçait. Mais là, alors, ils ont fabriqué des petites jumelles avec les rouleaux de papier toilette et tout, la totale de l'atelier. Enfin, c'était hyper... Les enfants ont appris plein de trucs et surtout on a été placé plein de petites cabanes à muscardin dans cette forêt et donc ça veut dire que... Une sorte de nichoir à muscardin. Alors c'est très rebelle, c'est très mimi et c'est très bien pour eux, mais c'est aussi très rebelle parce que le but revendiqué c'est que quand il y aura les comptages d'espèces dans le cadre de l'enquête d'impact environnemental, ils vont dire là il y a vraiment cette espèce, elle est vraiment très très représentée là. On fait vraiment un lien avec la science c'est ça. Et le tout comme faire une mare pour les tritons crétés, tout comme aller travailler l'arbre pour qu'il y ait plus de... Ça s'appelle le grand capricorne, c'est un insecte ingénieur qui va après coloniser l'arbre et voilà, et donc on est vraiment sur des trucs de la nature qui se défend et d'aider la nature à se défendre avec des méthodes un peu roublardes et un peu punk peut-être vues d'en face, mais qui peut nous en vouloir de mettre des nichoirs à muscardin doré. Et vous voyez, c'est ça aussi qui est beau dans la lutte écolo, qui me rend très fière de faire partie de ces collectifs. Marine Tondelier, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? La COP 15, ça va vous paraître très Ça vieux. remonte un peu. C'était en 2009, je venais d'adhérer chez les Verts au monde des Européennes parce que j'avais vu que mon ami José Bové qui avait démonté des McDo, il fauchait des OGM, était candidat pour Europe Écologie Les Verts, donc j'ai adhéré. Et à l'automne, il y avait cette COP 15 à Copenhague et donc on était un petit groupe de jeunes écolos du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie à y être allés en voiture et de participer à cette grande manif, ça a vraiment été un déclic. C'est d'ailleurs en rentrant que j'ai décidé de devenir végétarienne parce que j'ai jamais aimé la viande, mais je me suis dit là, non seulement je me force, mais en plus en fait ça n'a pas de sens d'un point de vue climatique, donc on va arrêter d'en manger juste pour être poli avec ma grand-mère. et j'ai arrêté, ça a été un moment assez déterminant, y compris en termes d'arrêter de vouloir faire ce que j'avais prévu de faire et de changer de trajectoire, y compris professionnelle. Et ça a été avec votre grand-mère ? Oui, alors la première fois, elle m'a fait un steak d'espadon. J'ai dit, mais pourquoi t'as fait un steak d'espadon ? Elle m'a dit, parce que ça ressemble à du veau, comme ça t'auras quand même un peu de viande. Et j'ai dit, mais tu comprends qu'en fait, j'aime pas. Enfin, c'est pas. Il y avait ce truc. En 2009, il n'y avait pas beaucoup de végétariens. C'était vraiment assez incompréhensible pour certaines personnes. Et aussi, un jour, un repas des aînés à Hénin-Beaumont où je dis, par contre, je suis végétarienne. Et le mec me dit, oh, mais pas de problème, Madame Tondelier, on va vous mettre du jambon à la place. Et là, j'ai dit, alors, non, mais c'est pas grave. Mettez-moi le jambon, je me débrouillerai. Et donc, il y avait un truc très pédagogique aussi où on expliquait en même temps qu'on disait qu'on était végétarienne, ce que ça voulait dire et pourquoi. Là où aujourd'hui, là aussi, la bataille culturelle a beaucoup progressé. Dernière question, comment vous imaginez le monde dans 20 ans, dans une perspective plutôt heureuse ? Du coup, vous ne me demandez pas dans 30, vous me demandez dans 20. Ouais, voilà. Ce sera encore mais un peu on essaye cette fois de dessiner des avenirs plutôt souhaitables, une perspective heureuse d'avenir. Pourquoi perspective souhaitable et heureuse ? Parce qu'en fait, les choses sont très simples. Il y a plus de gens qui ont intérêt à ce qu'advienne une société écolo que de gens qui n'y ont pas intérêt. Beaucoup plus de gens. Et moi, j'ai toujours dit, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Et je pense que là, les gens sont en train de se lever et que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Et la réalité, c'est qu'on peut tracer cet horizon désirable d'une société qui à la fois soit plus juste, plus agréable à vivre, parce que quand il y a de la nature en ville, c'est quand même mieux quand il n'y en a pas, et c'est pas qu'une question d'environnementaliste, y compris l'OMS vous dit qu'il faut au moins 12 mètres carrés d'espace vert par personne dans des villes denses pour, y compris la santé mentale et physique des gens. Donc c'est quand même mieux sur beaucoup d'aspects, et puis surtout dans une société qui est tellement fracturée, où les gens, en fait, y compris on voit, il y a un problème de santé mentale, les gens doutent, il y a des co-anxiétés, il y a une sorte de violence croissante dans tous nos échanges, partout sur les réseaux sociaux, et je pense que l'horizon qu'on propose est aussi fédérateur, apaisant, et que c'est ça aussi qu'il faut travailler, la désescalade aussi de ces tensions. Marine Tondelier, merci beaucoup de cette rencontre dans ce parc. C'était rafraîchissant. Ouais, c'était bien. Et à bientôt à la recyclerie cette fois. Et avec plaisir. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?